Bonjour à tous, moi c'est Alban Mezzino, Boris Forconi et aujourd'hui on va vous parler de comment la créativité est au centre de notre orga, de notre travail en fait au quotidien et comment notre méthodo et notre organisation du coup fait qu'on puisse favoriser la créativité au sein de Stéréo Super. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est Stéréo Super? Stéréo Super c'est une agence de com qui fait des sites internet, qui fait du branding, qui du coup va passer de la création de logos jusqu'à faire des maquettes, par faire du dev, etc., etc. Donc moi je suis le petit nouveau, le dernier arrivé, je suis alternant, j'ai été stagiaire avant et là il y a Boris le plus vieux. Alors je suis pas le plus vieux mais en tout cas j'ai cofondé Stéréo Super il y a 10 ans. Et ce qui va être intéressant c'est que du coup on a deux points de vue qui sont très différents. Entre nous qui avons vu toute l'évolution et Alban qui est arrivé là-dedans directement, en plus avec pas forcément d'expérience précédente dans d'autres boîtes, donc du coup avec une vision d'agence qui est pas la même. Ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que Stéréo Super c'est 9 personnes, on n'est pas très nombreux, la croissance c'était une personne par an en moyenne, et du coup il y a 4 développeurs, 4 créas. Il n'y a que des gens qui produisent chez Stéréo Super. Donc la première partie, elle va parler de méthode du travail, comment on s'organise pour travailler. Et la deuxième, elle va parler de comment on s'organise entre nous, en interne, sur la façon d'interagir entre nous. Il y a 10 ans, quand on a créé Stéréo Super, en fait, on va vous raconter l'histoire là. Parce que c'est à peu près chronologique et ce qu'on va vous raconter, ça suit à peu près le cheminement. Donc on est toujours 2 directeurs artistiques. On en avait marre de nos grosses agences de publicité. Et au départ, on voulait juste être 2 freelances qui partageaient le même bureau. Et un soir, dans un bar, on s'est dit que ça serait quand même super d'avoir le même nom. Ça devait être Meganet au début. Et que pour pouvoir facturer avec le même nom, il fallait qu'on crée une structure, c'était plus simple. Donc on a créé une SARL. Après, on a réalisé qu'il y avait des charges, des trucs qui allaient avec, mais voilà. Donc c'est un truc qui était un peu involontaire. Il y a plein de choses qui sont involontaires dans ce que je vais vous raconter. Et vous allez voir qu'à la fin, il y a quand même une cohérence dans tout ça, il y avait une direction qui fonctionnait, quoi. On savait ce qu'on voulait plus dans le modèle d'agence. On savait qu'on voulait plus des compètes, des espèces de trucs où pendant 3 semaines on travaille sans parler aux clients et puis on ne sait pas si on va gagner à la fin. On voulait plus des espèces d'intermédiaires qu'il y avait entre nous et les clients, où il y avait des fois 4 personnes entre le créa et la personne qui décidait de l'autre côté. Et on ne pouvait même pas savoir s'il aimait le verre, c'était un peu compliqué. On en avait marre de devoir faire des notes de frais pour acheter un crayon, ça nous paraissait complètement dingue. On en avait marre de voir des stagiaires qui sortaient en pleurant de chez le directeur de créa. Personne n'est venu en agence d'avant. Voilà. Et du coup moi l'idée là-dedans c'est que je connais pas du tout ce genre de milieu en fait. J'arrive directement dans ma première alternance et du coup ma seconde ensuite, où en fait je suis dans des agences un peu libérées comme les gens les appellent, mais où en fait il n'y a pas ces 10 000 personnes à contacter avant de pouvoir contacter le client, d'avoir un retour avec un téléphone arabe monumental, etc., etc. Donc tout ça, moi j'ai un œil totalement neuf là-dessus et pour moi c'est logique en fait que ça fonctionne comme eux ils fonctionnent de base en fait. Il y en a qui connaissent Paulin. Paulin c'est le fondateur de Drivey. En fait c'est là que Stéréo Super a vraiment commencé. C'est-à-dire qu'au début, alors on était là avec nos grands chevaux à dire tout ce qu'on disait sur les agences, mais en fait en vrai on continuait de bosser en sous-traitance pour ces mêmes agences, donc c'était exactement pareil. Par contre en parallèle on racontait sur notre blog notre vision de l'agence du futur, de ce qu'on imaginait, etc. Et il y avait Paulin qui disait ça de son côté tranquillement, et un jour il nous a contacté pour qu'on travaille avec lui, et on a bossé pour Drivey. Ça a eu le succès que vous connaissez, on a eu beaucoup de bouche à oreille qui nous a permis de travailler pour plein de startups. Qui ont d'ailleurs eu pas mal de succès, entre autres, il y en a une ici. Et en fait, surtout, ça nous a fait découvrir le monde des startups. Ça paraît bizarre, mais nous, on ne connaissait pas du tout ça. Et ça nous a un peu sauté au visage, et on s'est rendu compte que, en fait, il y avait d'autres gens comme nous qui avaient pas qui avaient envie de travailler différemment et qui avaient trouvé des solutions pour travailler différemment. Donc, une des premières choses qu'on a alignées, c'est notre façon de travailler. C'est vraiment la méthode de travail. Alors, je commence par un slide théorique, c'est plus cool. C'est un peu, pour nous, pour qu'il y ait de la créativité, pour que les choses soient créatives, il faut d'abord avoir bien compris toutes les contraintes du projet sur lequel on est en train de bosser. Parce que c'est ces contraintes qui vont nous permettre de trouver des solutions créatives. Quand je dis contraintes, c'est pas la façon de travailler, c'est par exemple
Si le client n'a pas beaucoup de budget, c'est une contrainte et ça veut peut-être dire que dans la solution qu'on va proposer, on va peut-être pas faire une super grosse vidéo, on va peut-être pas faire des shoots photos, on va s'organiser différemment, il y aura peut-être que du texte, des choses comme ça. Mais en tout cas, tant qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas toutes ces contraintes, on ne peut pas répondre créativement. Et l'autre, alors c'est un peu paradoxal, mais d'un autre côté, il faut beaucoup d'ouverture. Il faut être toujours à se renseigner sur ce que font les autres, ce qui est sorti, se cultiver sur l'ensemble des choses. Et la somme de ces deux choses-là nous permet d'avoir des solutions créatives. Non, ça va, c'était pas trop stress. Alors, on va parler de lean ou d'agilité. Pour ceux qui... Enfin, je vais vous faire un truc un peu grossier par rapport à ça, parce qu'on a notre définition à nous chez Stereo en tout cas. On a essayé du coup, à un moment donné, de réduire la façon de travailler à des petites itérations, à ce que nous on appelle des sprints, que beaucoup de gens appellent des sprints. Donc en fait, on a découpé les projets en tout petits projets, et puis chacun de ces projets mène à quelque chose qui est utilisable, exploitable. Au tout début, on travaillait au forfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin d'un site internet, je te dis que ça va coûter 150 000 € et que ça va durer 2 mois et à la fin je te facture et voilà. Et en fait le truc ça c'était le modèle que eux connaissaient et en fait moi non encore une fois. Et donc quand je suis arrivé là, j'ai vécu du coup un seul projet où on faisait du forfait et en fait c'était l'enfer quoi. C'était un truc qui collait pas du tout avec qui on était, avec ce qu'on voulait faire, là où on voulait aller et en fait on commençait du coup au fur et à mesure à perdre le contact avec le client etc. juste par le modèle en fait qu'on avait vendu. Et donc en fait c'est pour ça que faire du sprint tout le temps ça collait vraiment avec notre identité et nous ce qu'on voulait faire. On a commencé avec le dev, parce que forcément quand on bossait avec les startups, avec nos clients, ils ont commencé à nous expliquer ce que c'était que l'agilité. On a essayé de se caler là-dedans, les devs c'est devenu naturel pour eux. Puis à un moment donné, chez Stereo, du coup, on voyait les devs qui s'éclataient, qui faisaient ça bien, et nous en design on était encore là à dire ouais, c'est un peu plus compliqué pour nous. Et on a commencé à se poser une question, c'est comment on fait, alors si j'arrive à basculer ça aussi, comment on fait pour faire du design agile? Parce qu'en général, quand on a besoin d'un logo, ce qui se faisait dans la plupart des agences, c'est je réfléchis de mon côté, je te propose une planche avec 8 logos au bout de 2 semaines, et puis tu vas en choisir un, et puis on va peut-être le réaffiner, etc. Et nous on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut produire en une semaine qui peut être livré au client et qui peut être exploitable pour lui? Et la réponse qui nous est venue, c'est on va montrer les coulisses, on va ouvrir tout ça, on va commencer à montrer des croquis, on va commencer à juste envoyer un truc qui est 2 lignes d'explication, et puis à partir de là, ça sera à eux de se projeter sur le logo qui pourrait sortir. Et ça commence à être exploitable. Ça c'est un exemple un peu récent, on a travaillé pour une boîte qui s'appelle Hoist. Ça c'est ce qu'on leur a livré à la fin du premier sprint. Donc c'est à eux de se projeter sur ces logos. Il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement ils se projetaient, mais en plus ils rebondissaient là-dessus. C'est-à-dire qu'ils venaient enrichir nos idées et ils venaient trouver d'autres façons et d'autres solutions que nous on n'avait pas pensé. Et ce qui fait que c'était beaucoup plus enrichissant pour tout le monde et qu'on ne se retrouvait pas à faire des pistes qui servaient à rien parce qu'on jetait déjà à la poubelle ce qui leur plaisait pas. Et puis nous on partait sur ce qui leur plaisait et on fait la même chose que ce que vous faites en agilité. On faisait des POC, on faisait des produits minimum viables, on essayait de faire le logo et de voir à quoi ça pouvait ressembler et s'il fallait le jeter ou si on continuait. Et il s'est même passé des trucs encore plus incroyables, c'est avec Captain Train, on a un bon exemple, où on avait fait juste un croquis sur un coin de nappe de serviette et qu'on leur avait envoyé. Et finalement, c'est eux qui ont fait le logo eux-mêmes en interne. Et on est arrivé à la fin du sprint et ils nous ont montré le logo qu'ils avaient fait. Et on a fait, ok, on va changer le roadmap, on va acheter le prochain sprint qui sert à rien. Et on va directement passer sur ce logo-là parce qu'il est nickel, quoi. Donc on a systématisé une approche agile sur l'ensemble des sujets. UX, branding, design, web design, l'ensemble. Et on a aligné notre facturation là-dessus. Ça veut dire qu'on a facturé à chaque fin de sprint et à chaque fin de sprint, on réajuste la feuille de route en fonction. Et du coup, c'est devenu une agilité qui était vraiment, qui nous permettait d'être un peu plus malléable, adaptable, parce que comme on facturait à chacun des sprints, on s'arrête quand on veut, on saute des étapes si on veut, etc. En fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que du coup, le fait d'avoir la vision macro et la vision micro, en fait, elle est ultra facile parce que du coup, comme c'est découpé par petites tâches et que d'abord on a eu des gens qui nous ont expliqué du coup ce qu'était le projet, etc., qu'on a lu les briefs et tout, en fait, on peut facilement du coup organiser notre temps nous-mêmes, être super autonome sur les différents projets et en même temps, si jamais on doit changer de projet en cours de route, le refiler à quelqu'un d'autre sans qu'il y ait de soucis parce qu'on sait où on en est, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'il reste à faire et du coup, la communication est super simple. Et donc, au final, on a essayé d'aller encore plus loin dans la démarche. On s'est dit qu'en fait, la personne du coup qui allait être sur le sprint, ça devait être aussi celle qui allait la vendre au client, qui la suive tout du long du coup et qui au final puisse recéter. Et donc,
en faisant ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un contact direct avec le client, on ne le perd jamais, on avance tous dans la même direction, on s'organise comme on veut et du coup, il n'y a aucune friction. En fait, tout du long, le projet colle tout le temps et le client est super content. Il s'est passé un truc comme ça avec Trustfolio il n'y a pas longtemps et avec Precox aussi, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, pendant 2-3 semaines, j'étais simplement sur Slack à envoyer des messages tous les jours et à avancer moi dans mon coin tranquille. Et en fait, les projets sont sortis super facilement sans qu'il y ait aucun problème et ils sont super contents au final. Et c'est ça le plus important en fait, c'est que les clients soient super contents. Et en fait, au-delà de tout ça, ça allait encore plus loin. Le truc qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à vendre par exemple juste de l'identité de marque ou même vendre juste du design. Ou dernièrement par exemple avec Stuart, donc en gros c'est les Deliveroo mais en B2B on va dire. Et en gros, on leur a fait juste leur dev parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui faisait la créa en interne et c'était très bien parce que ce gars-là faisait des créas qui étaient vraiment super top et derrière on a pu vendre du coup un projet de A à Z en remettant en question les technos sur l'appel d'offres, etc., etc. Ce qui était bien aussi, c'est que du coup, en vendant que des tronçons où justement les gens peuvent se débrouiller à le vendre, recruter et le produire, c'est que déjà moi par exemple je les vois pas passer, ce qui est super bien parce que chacun s'occupe de ses parties. Et au-delà de ça, ça permet aux équipes de travailler avec d'autres gens qui ont d'autres méthodes de travail, de continuer à apprendre de ces autres façons de faire. Stuart, ils avaient un super créa qui a travaillé à sa façon et finalement on a appris des choses qu'on peut réexploiter sur nos projets. Donc si vous avez suivi, au fur et à mesure, on voit quand même qu'on va commencer à toucher à l'orga, dans le sens où la manière de bosser, elle est déjà créative. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour organiser plein de gens qui font des trucs dans leur coin comme ça, mais qui le font bien et qui partent dans tous les sens. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure de ce dont on ne voulait pas sur les modèles d'agence. Ça a fait qu'au tout début de Stéréo Super, on n'est déjà pas tout à fait parti, avant même toutes ces réflexions-là, on n'est déjà pas parti tout à fait comme les autres. On avait ce postulat qui est naturel chez nous, qui est de dire qu'en fait tout le monde est créatif, tout le monde est talentueux et tout le monde est honnête. On est parti de ce principe-là et on continue de le faire, j'espère, pour tout le monde. En tout cas, toi tu l'es. Donc du coup, pour tout ce qui était logistique, on ne s'est pas trop posé de questions. On a dit, bon ok, on donne une carte bleue à tout le monde, comme ça il n'y aura pas de note de frais. J'en ai pas encore. Ça arrive. Tout le monde est aux 35 heures, tout le monde déclare ses heures sup directement au comptable, ça passe pas par nous, il n'y a pas de validation. De toute façon, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'horaire. Le télétravail, il est indifférent, c'est-à-dire que tout le monde travaille de où il veut. Et il n'y a pas de besoin de valider par exemple ses congés, quand on a besoin de les prendre, on les prend et voilà. Donc ça c'est des exemples, mais il y en a plein. En fait, on approche tous les sujets comme ça. On préfère laisser la liberté et ça évite la hiérarchie et les remontées de tout ça. Encore une fois, on n'est pas aussi nombreux que vous. Alors, si vous avez suivi aussi, vous avez vu que dans notre travail, dans ce qu'on produit pour nos clients, on part du principe qu'il y a toujours une solution créative, pas forcément explorée. Et du coup, on s'est dit, en fait, ça marche pour tout ça. Ça marche aussi pour notre orga, pour notre façon de nous organiser. Et du coup, vu qu'on est des gens assez dissipés qui font du bruit dans l'open space, et en fait, on a essayé de trouver des solutions créatives pour que tout le monde, par exemple, vienne en réunion à l'heure. C'est par exemple avec le corps de chasse, pour qu'on appelle tout le monde, ça coupe tout le monde d'un coup et on est tous à l'heure. Le truc c'est que comme il y a de l'effervescence et tout ça quand on arrive en réunion, et ça continue et donc après, il y a des gens qui vont déraper facilement sur des sujets où ils vont devoir en parler en fait que tous les deux, ça va pas intéresser tout le monde à la réunion, ça va durer des plombes, etc. Donc là, on a les super buzzers. Faut voir ça comme un espèce de, et vraiment c'est ça le terme, ta gueule chaleureux en fait. Vraiment c'est ok cool mais t'en parleras plus tard. Bon, c'est super bruyant du coup, tout ce qu'on fait, mais ça c'est pas grave. On partage nos logos avec une autre boîte. Une autre problématique par exemple, c'est à un moment donné, on a eu le problème des devs entre guillemets qui se plaignent de pas s'imprégner totalement des univers clients, genre une startup, ok c'est cool on bosse avec, mais fondamentalement c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Du coup on s'est dit qu'on allait inventer entre guillemets, je sais pas si on l'a inventé. Oui, je crois. Ok, donc on a inventé l'Office Swap. L'idée, c'est tous les mois, on essaie d'aller chez des clients, potentiellement du coup faire des échanges pour qu'ils viennent chez nous et du coup apprendre de leur méthode organisationnelle, voir comment ils travaillent, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et en fait, ça fait mûrir plein d'idées. Moi, je suis déjà venu passer une journée ici, bosser avec la com. Tu m'as dit que c'était nul. Non, je suis nul. Ce qui est très intéressant, c'est que même en passant une journée en bossant sur ses propres projets
à travailler ailleurs, on découvre en fait, on s'apprenne très vite de l'ambiance, de la façon de bosser. Par exemple, moi j'avais en tête qu'ici, tout le monde finissait à 22h le soir, parce que je sais pas, c'est l'image que j'avais, et en fait non, à un moment à 17h30, je commençais à voir les gens partir, et je me disais, en fait, c'est peut-être moi qui vais rester le plus tard. Alors, ça c'est un truc que j'ai écrit exprès pour ce soir, parce qu'on a commencé à le théoriser, mais en fait c'était un peu pareil, inconscient. Ce qu'on fait, c'est qu'on part d'un point de frustration. Donc tu parlais tout à l'heure de ok, les gens n'arrivent pas en réunion à l'heure. On a cette ouverture, on va essayer de voir qu'est-ce qui a pu se faire ailleurs, de découvrir ce qui se passe dans les autres boîtes, ou même d'essayer de réfléchir tout court à une solution créative. On va la tester, on va l'ajuster, puis on va l'abandonner ou l'adopter. Et le truc, il est infini, on continue de le faire tout le temps. Si ça se trouve, demain, on va se rendre compte que le corps de chasse, il marche plus. On pourra trouver un truc plus fort. Je sais pas encore quoi, mais voilà. Et ces Office Swap, ça a été une des clés, parce qu'on a commencé à aller voir d'autres gens, etc. À tel point qu'on va aller plus loin, on est en train de carrément monter un projet qui s'appelle Disco Bureau. Je remercie les devs parce que c'est sorti aujourd'hui. Qui va être carrément une façon un peu comme Blablacar pour l'autostop, un peu plus un vrai produit qui va permettre aux boîtes d'échanger entre eux des gens pendant une journée par mois pour aller découvrir d'autres ambiances de travail. On a piqué plein de trucs à plein de monde, on a piqué deux trucs. Les deux trucs les plus importants qu'on ait piqués, c'est les one-to-one à Captain Train. Alors je sais qu'il y a plein de boîtes qui le font. Ce qu'on appelle le one-to-one, c'est un entretien individuel hebdomadaire. Toutes les semaines, il y a une personne chez Stéréo Super qui va voir en huis clos quelqu'un d'autre, tous les collaborateurs de Stéréo Super pendant 10 minutes pour savoir comment ça va, est-ce que les projets se passent bien, est-ce qu'il y a des frustrations, on va essayer de résoudre, etc. Alors en fait on définit en fonction de celui qui a le moins de tâches je crois dans la semaine et c'est lui qui va s'occuper. Ça peut être un stagiaire, ça peut être n'importe qui, ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est qu'il y ait cet espace de communication qui nous sort de l'open space et qui permet de parler de tout ça. On a piqué un autre truc à Frontier du coup qui organise ici, qui sont les ownership. Alors on l'a réinterprété à notre façon, on parlait d'ajustement, etc. On va vous raconter un peu ça. Donc en fait, on a utilisé un outil qui s'appelle Crystal, qu'on leur a totalement piqué du coup, et qu'on s'est réapproprié pour faire une liste des sujets les plus importants de la boîte en fait. C'est les sujets qui nécessitent une amélioration continue. Donc en fait, on a vu qu'il y avait des sujets qui émergeaient auxquels on n'avait pas pensé du tout, et d'autres auxquels on pensait alors qu'en fait ça servait à rien et on les a pas mis dans la liste. Donc au final, on a fini par affiner tous ces sujets-là, garder ceux qui étaient les plus importants, ça fait un espèce de gros mind map où au cœur c'est Stéréo Super, et derrière il va y avoir les notecom, etc., etc. Et en gros, on va attribuer un honneur à chaque ownership. Donc en fait, le honneur, c'est pas la personne qui va faire le truc. Le honneur, c'est l'espèce de garant de la vision, le catalyseur au fait au sein du sujet qui doit donner envie à tout le monde d'aller là-dessus, de faire ce truc-là et d'apporter plein de solutions en fait, pour faire grandir ce domaine. Et donc, l'important en fait, c'est aussi qu'il n'y a pas de poste spécifique à avoir au sein de la boîte pour pouvoir le faire. C'est comme ça que moi, par exemple, en fin de stage, en début d'alternance, je me suis retrouvé à gérer la com d'une boîte de com. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on peut apporter notre ouverture aux domaines qui nous font envie et donc ça fait grandir le truc encore plus vite. Donc, alors ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a remis à plat tous les sujets qui avançaient pas beaucoup, d'autres où on était dans une espèce de routine. Et forcément, pour que ce truc il tombe pas un peu à plat, parce qu'on a tous du travail quand même à faire et pas que ça, on a commencé à faire ce qu'on appelle des mercatos, c'est-à-dire tous les 6 mois, on l'a fait tous les 6 mois, mais on va commencer à le faire tous les 3 mois. On reprend cette map, tous les owners, ils passent chacun leur tour, ils racontent ce qu'ils ont fait sur leur sujet. Voilà, moi j'étais à la com, voilà ce que j'envisage de faire, voilà ce que j'ai fait, etc. Et il l'a documenté normalement, c'est pour ça qu'on voit la documentation ici, de manière à ce qu'on puisse passer la main assez facilement ou aller retrouver ces informations-là. Et on va réfléchir ensemble à est-ce qu'il a encore le jus, est-ce qu'il veut continuer, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui veut s'approprier le sujet, est-ce qu'il y a des contributeurs qui vont venir filer un coup de main. T'en as pas. Et là par exemple, j'en ai pas. Bon, après, c'est autre chose. Et du coup, ça permet de se relancer. On se rend compte qu'après chacun de ces mercatos, on est reboosté, on repart sur les sujets, et là ça avance beaucoup. Surtout que, contrairement à vous, nous on n'a pas d'indicateur. On est parti du principe que le référent, donc l'honneur, il n'est pas responsable. C'est lui qui a la vision, c'est lui qui va emmener les choses, mais il ne dit pas forcément dans 3 mois il faudra que j'ai fait ça, et si jamais il y a un truc qui ne se passe pas bien, on ne lui en veut pas, au moins il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui a avancé, c'est ça le principal. Et c'est sur une base de volontariat, c'est-à-dire que sur la carte, il y a des choses qui sont pas attribuées. Des fois, il y a des sujets sur lesquels personne n'a envie d'aller, c'est pas grave.
dans 3 mois, ça se trouve, il y aura quelqu'un. Ou ça se trouve, en travaillant sur un ownership, on va avoir un effet de bord qui va faire qu'on va bosser sur les autres. De toute façon, on part du principe que avant qu'on fasse ça, il n'y avait rien de fait. Donc s'il n'y a rien qui est fait, c'est pas non plus très grave. Il y a eu plein d'idées, ça a été vraiment l'effervescence, il y a plein de choses qui ont évolué. Si par exemple on a commencé à noter nos projets entrants. D'un coup on s'est dit ouais, on a pas mal d'entrants chez Stereo Super, il faut un peu trier tout ça. Et du coup on a commencé à donner des notes aux projets entrants, des notes sur 12, qu'on appelle l'index AF pour autoflagellation. En gros, plus ça s'approche de 12, plus c'est difficile, plus ça s'approche de 0, plus ça va être facile. Et si c'est vraiment trop élevé, mais qu'on a vraiment envie de faire le projet, on va essayer de faire baisser cette note, donc on va réduire le nombre d'interlocuteurs, on va trouver des solutions. Et s'il est trop bas, c'est l'inverse, on va se dire ok, on va s'ennuyer sur ce truc. Donc il faut qu'on trouve des façons de se challenger. Une nouvelle techno, un directeur de créa interne qui n'est pas du tout sur le projet, mais qui va juste venir titiller pour voir comment on peut améliorer les choses. Je donne celui d'Akenego. Ouais. Vous avez 5. Ça va. En fait, on continue à travailler ensemble. Hein. Alors, a priori, ça marche. Ça, c'est les gens de Stereo Super. Je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière sur l'orga, sur la façon de s'organiser. Parce que ce passage en ownership, il a vraiment boosté tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas de turnover. Alors, c'est aussi une histoire de contexte. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne chez nous qui s'est mariée avec quelqu'un de l'autre bout de la France non plus. Hein. Il y a plein d'autres paramètres que ça. En tout cas, pour l'instant, personne n'est parti. On a plein de super candidatures spontanées tout le temps. Il y a des trucs sublimes, des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont vraiment envie de venir travailler chez nous. On a toujours plus d'entrants que ce qu'on peut produire, donc ça c'est vachement agréable aussi. Et par exemple, moi, c'était une des clés pour moi, je continue de passer 70% de mon temps à produire, à faire de la créa, et pas à faire du management, ou à faire du commercial, ou à faire tous ces trucs-là, parce que finalement on a réparti à peu près à tout le monde ces tâches-là. Alors là, on revient de la théorie, mais c'est un peu la conclusion. En fait, la créativité, c'est a priori pour une agence de com la valeur ajoutée qu'on a. C'est pour ça que les gens viennent nous chercher. On est parti de ce truc-là. Il se trouve que comme on fait des métiers un peu passion, c'est aussi ce qui nous anime. C'est ce qui fait qu'on est content le soir quand on rentre à la maison, quoi. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aligné notre méthode de travail, notre orga, sur la créativité. On a tout aligné, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, et ce qui fait aussi que c'est logique à la fin. C'est-à-dire que à chaque étape importante, est-ce qu'on doit recruter quelqu'un, comment ça se passe, etc. On a essayé de réfléchir un petit peu à ce que nous disait notre instinct, et on a continué comme ça. Et c'est marrant parce que c'est que très récemment qu'on a commencé à mettre des mots là-dessus, à écrire notre why, à réfléchir à comment on le faisait, etc. C'est un truc qui est super récent, parce qu'avant, on n'avait rien fait de tout ça, et on allait comme ça, et on voyait bien ce qui se passait. L'instinct, quoi. Et finalement, il y avait un lien qui était ce truc-là, quoi. Donc en fait, le titre de la conf, qui était comment organiser ses équipes pour libérer sa créativité, il était un peu racoleur. Le vrai truc qui est important là, si vous devez partir avec quelque chose, c'est comment on fait pour aligner sa valeur ajoutée avec sa façon de travailler et sa façon de vivre le travail. Parce que nous, c'est la créativité, peut-être que pour vous, c'est autre chose. Et ce qui est important pour que les gens se sentent bien, c'est que tout ça soit en phase, qu'on se retrouve en équilibre avec ces éléments-là. Moi j'ai 2 exemples pour vous convaincre. Imaginez vous avez un pote qui est émo-gothique, ses fringues vous lui vont super bien, vous pouvez lui faire des compliments et tout ça. C'est pas pour autant qu'il faut porter les mêmes fringues que lui, parce que c'est pas forcément votre style en fait. C'est comme un pote qui irait en boîte, qui perd ses clés, il va pas vous demander votre clé pour rentrer chez lui, ça n'a pas de sens. Donc l'idée c'est de trouver à vous, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de trouver à vous vos techniques en fait, les petits trucs qui font que vous ça vous plaît, que vous pouvez avancer avec. Donc votre valeur ajoutée, ce qui vous anime, et tout aligner dessus parce que ça vous correspond. C'est ça la conclusion.